Tac. Donc, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir donc de vous retrouver ce soir et je vais essayer de vous aider dans la gestion donc, de vos partenariats privés, notamment vous donner ma méthode et quelques conseils sur la gestion de ce volet-là financier donc pour une association. En gros, il y aura deux parties. La première, je vais vous donner mes astuces et la deuxième, ça va être plutôt sous forme d'échange. Voilà, donc, si vous avez des questions, on pourra en parler, on pourra même élargir sur tout le côté financement du monde associatif. Voilà, ça dure en règle générale entre une demi-heure et 45 minutes. Voilà, vous n'hésitez pas à envoyer, donc, à mettre vos questions dans Converser. Du coup, je vais regarder. Ok, difficile avec la crise. Du coup, on va aussi en parler parce qu'il va falloir un peu se réinventer. Marion, bonsoir, le lien envoyé ne fonctionnait pas. Ah, donc si tu es parmi nous, c'est que ça fonctionne. Donc j'en suis ravi. Mince, j'ai essayé de l'envoyer plusieurs fois. Voilà. Alors je vais regarder vite fait, si vous me le permettez, dans ma boîte mail, si les gens m'ont envoyé des messages en me disant que ça ne fonctionnait pas. Et bon, donc là, c'est bon normalement. Donc bon, ok. Eh bien, écoutez, si tout est bon, on va partir. Donc, en gros, juste pour commencer, quelques chiffres. Déjà, 1,3 million d'associations, ça c'est ce qui représente donc la France. On a 1,3 million d'associations. En moyenne, c'est 70 000 associations créées chaque année. Il y a là actuellement 125 000 structures qui sont en situation difficile. Donc, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure sur la situation de crise un peu compliquée en ce moment. 41% des responsables associatifs se montrent inquiets face aux finances de leur asso parce qu'en fait, finalement, cette année, on est un peu sous perf, c'est-à-dire qu'il y a quand même des aides de l'État, donc ça va à peu près, mais on se projette vraiment sur les années prochaines. Comment on va faire l'année prochaine? On va sûrement perdre des licenciés parce qu'on n'aura pas forcément autant d'inscrits. Donc ça va être des choses à pouvoir mettre en place et anticiper en tant que personne qui est acteur du monde associatif. 9% des entreprises ont pratiqué le mécénat et vont pratiquer le mécénat, même si à la crise, en fait, finalement, on se rend compte que, donc ça, c'est le chiffre de 2019, parce qu'on n'a pas encore ce 2020, vu que c'est par rapport aux impôts. Mais du coup, on se rend compte quand même que maintenant, les entreprises aident et aident toujours, même si il y a des problèmes donc financiers à cause de l'économie, il y a toujours des entreprises qui aident et sont là pour aider le monde associatif. Ça représente 73 000 entreprises. 99% des entreprises donnent en local. Donc ça, c'est pour vous aussi vous donner une ordre d'idée des entreprises à démarcher sur votre secteur. Finalement, visez plus local et bio, en gros. Et ensuite, 3/4 des entreprises considèrent les contreparties comme non déterminantes. Et ça, c'est un truc hyper important à retenir. C'est qu'en gros, les entreprises vont surtout aider pour le projet et non pour les contreparties qu'on va essayer de mettre en place derrière. Juste rapidement, je vais quand même me présenter. Donc moi, je viens du monde de l'escrime. En fait, j'étais maître d'armes donc en Charente-Maritime au départ. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en place mon métier parce qu'on était tout le temps en train de chercher de l'argent. Et finalement, j'ai passé des diplômes pour être entraîneur. Et en fait, je me suis plutôt retrouvé à essayer de développer des partenaires privés, de faire des subventions, aller dans les écoles, aller faire des l'escrime dans les EHPAD pour ramener de l'argent pour mon emploi et non pour aller coacher des gamins en compétition. Donc, du coup, c'était une réelle problématique. Et après, j'ai pris la tête du Poitou-Charentes jusqu'au ministère des Sports où j'ai essayé de mettre en place cette problématique avec pas mal de difficultés. Donc, j'ai décidé de créer mon propre organisme de formation qui s'appelle donc Optimasso et qui a pour but d'aider et de former les associations pour diversifier leurs ressources économiques. Donc là, avant, c'était en présentiel, donc j'organisais des formations collectives avec les GDOS, les ligues et les fédérations. Donc maintenant, c'est en distanciel, donc ça marche toujours, mais plutôt en distanciel. Pour aider du coup les bénévoles et les salariés, j'ai une newsletter que j'essaie de publier donc tous les mardis depuis maintenant mars, où je donne plein de conseils. Donc je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas fait. J'ai une plateforme YouTube où j'ai plein de vidéos. Donc tous les vendredis, il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et du coup, ce vendredi-là, ça sera le replay de cette web conférence. Donc j'ai aussi une page Facebook, LinkedIn, maintenant Instagram, parce que du coup, j'ai quelqu'un qui bosse avec moi sur le committee management et qui gère une partie de mes réseaux sociaux. Donc ça me permet moi de me centrer plus sur la formation. Et du coup, j'ai des formations, dont la formation phare, développer ses partenariats privés. Je vous en parlerai un petit peu à la fin. Donc la prochaine session, elle commence mi-avril, le 12 avril, et c'est sur un mois pour vraiment vous aider, vous rendre autonome dans ce développement-là. J'ai aussi un accompagnement.
j'ai aussi un accompagnement à l'année et j'ai des coachings aussi particuliers en individuel. Si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Sinon, je vous invite à couper votre micro du coup pour pas parasiter en même temps que tout le monde parle. OK. Pour faire un récap, qu'est-ce que c'est un modèle socio-économique d'une association? Donc, en gros, autrement dit, quelles sont finalement les ressources d'une association? Comment l'association va faire pour se développer? La première, la plus importante, c'est la ressource humaine. Sans bénévoles, il n'y a pas d'association. Donc ça, c'est vraiment le plus important et ça à bien comprendre. Vous pouvez pas parler de développement s'il n'y a pas déjà une structure humaine stable. Ensuite, celle qu'on connaît le mieux, notamment au niveau des associations, c'est les cotisations. Donc, on a une cotisation à l'année et en contrepartie, on a des cours, on participe à des événements. Dans le culturel, ça va être des sorties, des cinémas, etc. Ensuite, on a les subventions publiques. Même si elles tendent à diminuer, elles restent présentes et c'est une part non négligeable des ressources. En moyenne, ça représente entre 15 et 40% de la ressource économique d'une association. Donc, c'est quand même très important. On a tout ce que des merchandising, c'est-à-dire la vente de goodies, de maillots, de t-shirts, qui peut se faire très bien en ligne en ce moment. Il y a des boutiques en ligne qui peuvent quand même fonctionner. Des organisations d'événements, pareil. Donc là, on peut plus les faire en présentiel, mais j'ai coaché des assos qui ont fait des tombolas virtuelles et tout. Donc, c'est possible. On peut quand même mettre des événements en place. Les prestations, alors là, ça va être un peu plus compliqué si ce n'est des cours Zoom. Alors, j'ai des profs de yoga qui ont basculé en Zoom et ça marche très, très bien. Donc, c'est possible aussi. Le crowdfunding, c'est les dons participatifs donc des particuliers. Et en fait, on va utiliser Internet comme effet de levier pour soutenir un projet. Généralement, c'est un projet à valeur sociétale qui va toucher le handicap ou les milieux défavorisés. Ça, c'est des projets qui peuvent être soutenus par le crowdfunding. Et une des dernières ressources, c'est le partenariat privé. Donc, ça, c'est la ressource que moi, je privilégie en premier quand j'accompagne les associations parce qu'il y a un effet de levier important et pour un minimum d'investissement, finalement, l'association peut récupérer pas mal de finances pour pouvoir gérer après son développement. Dans le partenariat privé, qu'est-ce que je mets? En fait, moi, je distingue donc deux types. Le sponsoring, qui va plutôt ressembler à des prestations, parce qu'il y a des contreparties directes, des contreparties de communication, des contreparties par exemple, de team building, des contreparties où on va organiser des événements pour l'entreprise. Et il y a le mécénat, qui lui va être plutôt sous forme de dons, où il n'y aura pas de contrepartie, ou voire des contreparties donc indirectes, qui pourraient être des remerciements, on met la banderole, on présente sur une newsletter. Et ça reste sous forme de don. Et du coup, vu que c'est un don, c'est déductible des impôts. Donc, je rappelle, c'est à hauteur de 60% le don pour 0,5% du chiffre d'affaires jusqu'à 5%, 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise. On pourra en parler si vous voulez dans les questions diverses après avec grand plaisir. Si j'ai un conseil à vous donner, et c'est ma méthode, en gros, le but, c'est de construire une communauté. Et c'est ça qui va être pour vous le plus important. En gros, il va vraiment falloir que vous partez du principe que les entreprises, ce n'est pas des personnes à qui vous allez demander de l'argent et c'est fini. Ça marchait avant. Donne-moi 1 000 € et je te donne une buvette, je te donne une bonne rôle sur la buvette. Voilà, ça marchait avant. C'était les potes de rugby et tout le temps ça, très bien. Maintenant, ça ne fonctionne plus depuis quelques années parce que les entreprises, oui, elles veulent aider, mais à un moment, pourquoi? Et il doit y avoir un réel intérêt. Et en gros, si vous commencez à vouloir construire votre communauté, vous entourer de partenaires privés, ça va vous permettre plusieurs choses. Et du coup, la première, c'est une récurrence. Si vous avez 20, 30, 40 partenaires, chaque année, vous allez essayer de les garder et du coup, vous allez avoir une récurrence. Et donc, chaque année, vous savez qu'il y a 5, 10 000 €, 15 000. Moi, dans mon club d'escrime, c'est 20 000 € chaque année en moyenne qu'on a grâce au partenariat privé. Et ça, en termes de financement, c'est assez sécurisant quand on doit être président d'association et qu'on met en place le budget prévisionnel. On se dit, OK, j'ai au moins ça de ressources financières, ça tombe tous les ans et c'est assez sécurisant. Alors, bien sûr, dès qu'il y a des crises, dès qu'il y a des petits soucis, ça peut varier. Mais si vous avez des personnes qui sont avec vous, vous aident, vous savez que vous avez une récurrence. Et il y a un truc qui est plutôt sympa, parce que moi, personnellement, je ne suis pas très bon dans le démarchage et la prospection. Et une fois qu'on a des partenaires, on n'a pas besoin d'aller taper aux portes et essayer de trouver des nouveaux, parce que du coup, on va essayer de fidéliser et on va capitaliser sur ça. En plus,
vu qu'on a déjà des partenaires, on a déjà une communauté, ben, vous allez pouvoir avoir de la recommandation de la part des chefs d'entreprise qui vont vous recommander d'autres entreprises. Donc, c'est quand même plus facile d'aller voir des entreprises quand on vient de la part d'un copain. Ça fait moins j'essaie de gratter de l'argent, mais plus ben, j'essaie de développer du lien. On a une notoriété. Quand on a 15, 20 partenaires qui nous suivent, ben, s'il y en a déjà 15 qui nous suivent, il peut y en avoir un de plus. Donc, c'est quand même plus facile quand on va aller négocier des partenariats. Ça rend le club dynamique. On voit que, OK, il insuffle une sorte de dynamique avec des partenaires privés, il fait des choses. Donc, ça va être important, surtout quand on va commencer à publier comme notre cher ami sur LinkedIn, par exemple. Après, donc, ce que je dis, ça rend donc, les finances beaucoup plus stables, notamment quand on peut plus faire de cours, il n'y a plus de cotisations qui rentrent, plus d'événements. Là, j'accompagne un club de foot, plus de buvette. Ça représentait 30% de leur revenu, la buvette. Donc, plus de match, plus rien. Voilà. Donc, par contre, on met maintenant en place tous les mardis matins à 8h30 la rencontre des dirigeants, c'est-à-dire que tous les partenaires de leur club viennent boire le café le matin. Ça, c'est possible. Et donc, ça permet quand même de sécuriser certaines finances. On est moins affecté par la concurrence parce que du coup, on a notre propre communauté, donc c'est plus facile à gérer. Parce que là, de plus en plus d'associations se mettent à faire du partenariat, donc les associations elles vont démarcher des entreprises. Et du coup, l'entreprise, elle va plutôt dire, moi, je suis déjà engagé dans tel sport, voilà, désolé. Et ça vous permet, vous, d'un peu de sécuriser. Ensuite, vous pouvez créer des événements beaucoup plus attractifs parce qu'il y a du nombre. Et donc, voilà à peu près les raisons pour lesquelles, pour moi, c'est la méthodologie. L'idée, c'est construire une communauté de partenaires. Quand vous avez cette idée-là, après, vous n'avez plus qu'à essayer de la mettre en place. Ensuite, maintenant que je vous ai un peu convaincu pourquoi il fallait créer votre communauté de partenaires, en gros, la première chose à faire pour créer votre communauté, ça va être d'essayer de les fédérer autour d'un projet, autour d'une valeur. 3/4 des entreprises, finalement, elles vont pas donner de l'argent pour avoir les contreparties parce que tu vas mettre une banderole sur le mur ou tu vas me dire merci sur Facebook. Oui, c'est important. Oui, il faut le faire pour la reconnaissance et pour l'expérience client parce que du coup, c'est toujours bien de se voir et il faut le faire. Et ça, j'en suis persuadé. Mais derrière, on va essayer de les fédérer autour de nos propres valeurs. C'est pour ça qu'il va falloir vous définir votre projet associatif, vos projets sportifs, d'accord? Dire ce que vous voulez mettre en place avec des valeurs fortes. Par exemple, ça peut être, nous, on va accompagner des jeunes handballeurs au haut niveau parce qu'on a des valeurs d'excellence et on veut qu'ils soient de meilleurs de jour en jour. Une entreprise, elle va se reconnaître. C'est un peu la même chose. Elle veut s'améliorer de jour en jour aussi. Elle essaye d'être de mieux en mieux, d'atteindre une certaine perfection. Du coup, voilà, ça va me ressembler. Je comprends le projet. Je vais essayer de me lier à ce projet-là. Vous allez tout faire pour que, en gros, l'entreprise se sente concernée. Il y a des entreprises à valeur sociétale qui aident les enfants, par exemple. Eux vont vraiment attaquer sur de l'émotion et l'aide d'enfants. Et on voit tout de suite que c'est plus facile que les personnes se sentent tout de suite touchées. Oui, j'ai un enfant. Oui, ok, je comprends que c'est important d'aider des myopathes, des personnes atteintes de la myopathie, pardon. Voilà. Et du coup, vous, même en tant que club de sport, vous avez des valeurs à mettre en place. Grâce à vous, il y a des enfants qui sont éduqués par le sport. Grâce à vous, il y a des enfants qui sont cadrés. Il y a des personnes qui n'ont pas forcément accès à l'éducation sportive. Et voilà, ça, c'est des choses que vous mettez en place et qui sont importantes et que les entreprises sont sensibles. Donc, essayez de mettre tout ça en avant. On le formalise en règle générale dans un livret. Vous voyez, on présente un peu ses valeurs, on présente le projet. Et même, vous pouvez mettre jusqu'à, pour mettre en place mon projet, faire du basket en zone rurale, j'ai besoin de tant d'argent et voilà, je compte sur vous pour nous aider pour porter le projet. Et si le projet séduit l'entreprise, vous allez voir que ça va être plus facile pour elle de vous aider pour faire ça. Ensuite, et ça c'est hyper important, il faut privilégier la relation à la transaction. Moi, quand j'ai commencé, j'ai pris l'annuaire de toutes les entreprises de la ville. C'était la ville de Saintes, en Charente-Maritime, pour ceux qui connaissent. Et j'ai appelé. Voilà. Et j'ai eu zéro retour. Vraiment, c'était une catastrophe. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que la personne, elle me connaissait pas, elle savait même pas qui j'étais. Et du coup, j'ai fait un peu à l'envers. Est-ce que moi, j'irais acheter un produit
J'y vais à Leclerc, un nouveau truc que je connais pas, en qui j'ai pas confiance, ça m'inspire pas. Bah non, j'irai pas. Et moi, j'arrivais, prof de sport, je connaissais rien au marketing et tout, et j'appelais, bonjour, je voudrais 500 euros. C'est un peu compliqué. Donc, j'ai un peu changé ma stratégie. Et je me suis dit, bah, OK, je vais plutôt aller me présenter, plutôt aller inviter les personnes. Je vais mettre en place des moments d'interaction, des moments d'échange euh, avec donc des entreprises. Et du coup, ça va me permettre de les connaître. Et au fur et à mesure, bah, peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, je vais au fur et à mesure des rencontres, aller boire un café, aller discuter au téléphone. Ah, je vois un article qui peut être intéressant pour lui, ben, je le transfère par mail. Voilà, des petites choses comme ça. Je vais essayer de créer du lien. Et après, ben, quand on va mettre en place le projet et quand je vais vouloir proposer mon offre de partenariat, ça sera quand même beaucoup plus simple. Il me connaîtra. Et du coup, on pourra derrière mettre en place un partenariat plus facilement. Et le partenariat doit être un partenariat gagnant-gagnant. C'est comme dans un couple, c'est dès qu'il y a des contreparties, il faut que ce soit équilibré. Ça marchera à court terme si vous dites ouais, salut, donne-moi 500 euros pour mon club parce qu'on en a besoin pour acheter un jeu de maillot. Peut-être que la personne le fera une année, mais en plus, derrière, si vous prenez le chèque, vous l'encaissez, il n'y a plus rien, bah, l'année suivante, il n'y aura plus rien. Parce que la personne va dire, bah, OK, bah, non, mais je donnais cette année au foot, bah, là, je vais donner au basket, après, je vais donner au hand, après au volley. Voilà. Alors que si vous liez tout de suite une relation vraiment gagnant-gagnante et de confiance, bah, la personne va être partenaire, va rester et sur du long terme. Qu'est-ce que recherche une entreprise? Elle recherche 4 axes. La première, c'est la mise en avant. Donc, mise en avant, mise en valeur. Donc, ça va être sous vos supports de com, pendant vos événements, vous pouvez les inviter. Ça va être en envoyant des posts sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta. Pourquoi pas, dès qu'on fait un achat chez eux, voilà, on prend une photo, on envoie une plaquette partenaire à ses licenciés en disant ben, c'est nos partenaires, allez les solliciter si vous avez des achats à faire. La recommandation, ça va être à travers je cherche quelque chose. Ah ben nous, on a un partenaire, va le voir de ma part. Ça marche bien, ça marche beaucoup dans le monde de l'entreprise, la recommandation. Il existe même des clubs d'affaires, des clubs d'entrepreneurs qui sont basés que sur la recommandation, c'est-à-dire qu'ils se recommandent entre eux. Voilà. Donc ça, vous pouvez aussi l'apporter. Et en plus, vous avez un levier qui est énorme parce que dans une asso, je sais pas, en moyenne, c'est 80, 100 personnes dans une association, fois 2, 3, 4 parce qu'il y a papa, maman, mamie. Donc ça fait un potentiel de 200, 300 personnes à qui vous pouvez recommander ces entreprises-là. Et quand vous vous dites, ben voilà, moi je peux essayer de vous recommander à ce nombre de personnes-là, ben, tout de suite, il y a un impact. En plus, c'est local. Du coup, l'entreprise est sensible à ça. La mise en relation. Donc, si vous avez une communauté de partenaires, vous pouvez mettre les différents corps de métier en relation entre eux au cours d'un événement. Alors, moi, j'ai déjà fait des événements en Zoom pour mon club. On a réuni les partenaires. Alors, c'est moins fun qu'en vrai avec une bière, c'est sûr. Mais bon, on s'adapte quand même. Et on espère, on croise les doigts que dans pas très longtemps, je n'ai pas de boule de cristal, je ne pourrais pas vous dire. Mais du coup, on espère dans pas longtemps qu'on va pouvoir vraiment se revoir en vrai et faire des choses. On peut donc faire des cafés d'entrepreneurs où, en gros, si on a accès, la mairie nous laisse accès à notre gymnase ou à notre club house, tout en respectant bien sûr les règles sanitaires, on peut offrir un café et discuter autour des problématiques d'entreprise, des problématiques associatives, etc. Et le côté bien-être, alors aussi c'est un peu plus dur à mettre en place avec les conditions sanitaires, mais ça serait tout ce qui est team building. Vous pouvez très bien faire un événement, donc un gala, un événement de votre discipline dans l'entreprise ou faire venir l'entreprise avec tous les enfants et vous faites des tournois de volley, des tournois de hand. Nous, on fait des combats d'escrime avec eux. Donc voilà, ça marche très très bien. Et ces quatre axes-là sont rechercher et les entreprises aiment bien donc Colifacier. Donc quand vous allez créer votre partenariat, mettez en avant ça. Faites attention quand même aux contreparties. Il y a bien la différence entre mécénat et sponsoring. S'il y a beaucoup de contreparties, donc ça sera du sponsoring. D'accord. Et s'il n'y a pas de contrepartie ou très peu, donc des contreparties qu'on appelle indirectes, du coup, on pourra donc faire du mécénat et du coup, ça sera droit de défiscaliser le don. Bien sûr, soyez toujours à l'écoute de votre partenaire et mettez en avant votre valeur ajoutée. Valeur ajoutée, c'est quoi? C'est ce qui va vous différencier du club d'à côté. C'est ce qui va faire que vous êtes un club unique. Et pourquoi on ferait du basket et pas de l'escrime? Ou pourquoi on ferait du judo et pas de la pétanque?
Et pour finir, si vous voulez créer votre communauté, en gros, il va falloir les inclure dans votre club. Mais vraiment une réelle inclusion, c'est-à-dire qu'il va falloir les intégrer à la vie du club. Vous pouvez même poser des questions, sur les inviter, par exemple, si vous avez une commission partenaire, mais dire, écoutez, est-ce que vous voulez faire partie de cette commission-là? Vous pouvez très bien demander, même s'ils ne sont pas bénévoles et pas adhérents du club, donc un papier d'adhésion, vous pouvez très bien leur demander pour envoi consultatif, ils aiment bien. Voilà. Si vous faites un événement au club, invitez-les. Même là, nous, on avait fait venir un champion olympique d'escrime. On a fait un après-midi Zoom, un goûter Zoom avec un champion olympique. On avait invité nos partenaires. Si vous voulez venir voir, voilà, c'est intéressé. Il y en a beaucoup qui disent qui sont pas forcément le temps, que ça les intéresse pas forcément, mais au moins on les implique et des fois ils viennent et ils sont hyper contents. Et on sait que ceux qui viennent, ceux qui s'impliquent, l'année suivante, ils continueront à nous aider et ils seront là donc chaque année. Et ensuite, après, il va falloir leur donner des nouvelles. Et encore plus maintenant. Vous pouvez créer une newsletter spéciale partenaire. Tous les mois, vous publiez des nouvelles de votre club, des nouvelles du nombre de partenaires, l'évolution de vos licenciés. Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent que vous avez eu, etc. Voilà, ça va être important pour toujours maintenir le lien et donc fédérer autour de votre projet de club. Du coup, vous allez pouvoir fidéliser vos partenaires et au fur et à mesure, d'année en année, c'est ça qui va vous permettre d'avoir une ressource financière stable et de moins avoir de soucis et d'appréhension sur l'avenir. Est-ce que mon club va perdurer? Est-ce que mon club va continuer à se développer? Parce que je ne suis pas trop certain de mes ressources financières. Pour finir, je fais un petit récap. En gros, c'est assez simple. Il suffira de susciter l'intérêt dans votre club en créant un événement, en créant des temps de relation. Ensuite, il va falloir un peu transformer l'essai, c'est-à-dire les capter pour qu'ils adhèrent au club avec un partenariat donc gagnant-gagnant. Vous allez devoir vous occuper donc, de les satisfaire, de faire tout pour qu'ils soient contents de faire partie de votre club et d'être partenaire de votre club. Ensuite, vous allez donc pouvoir les fidéliser. Vu qu'ils sont fidélisés, qu'ils seront hyper contents de faire partie de votre club, du coup, ils vont vous faire des recommandations, ils vont donc dire à des personnes, c'est un club sportif, dynamique, moi je donne des dons déjà pour ce club-là, voilà, je te recommande. Et ensuite, pour finir, vous avez juste à continuer à satisfaire ces partenaires et c'est comme ça que vous allez créer une dynamique, c'est comme ça que vous allez monter rapidement à 20, 25, 30, 40 partenaires et après peut-être qu'à 40 on arrête parce que c'est quand même, il faut les gérer les 40 partenaires. Donc quand on parle de satisfaction client, peut-être qu'à un moment, à une certaine limite, ça va être un peu compliqué. Donc voilà, vous bloquez à 40, à 50, c'est vous. Si vous avez une structure un peu plus grande, j'ai des assos que j'ai coachés ils sont à plus de 100 partenaires parce qu'ils ont, donc c'est plutôt des clubs qui s'attachent avec des clubs pro. Voilà. Donc ça, c'est un peu le cheminement pour construire votre propre communauté et arriver à avoir des financements sur les partenariats privés.